Je me suis chié dessus. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je crois. J'avais les jambes qui tremblaient, je tétanisais de partout. J'étais là, wow, c'est quoi ce truc? Et la petite demi-seconde avant que la corde te prenne, franchement, c'est infâme. Je vais mourir. Le code d'honneur, la beaufrie. Et le mec qui nous prend à ce moment-là en live, il se dit mais c'est quoi ce bordel? Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Ok les gars, bienvenue à tous. Bonsoir, j'espère que tout le monde va très bien, j'espère que vous êtes très chaud, car je vous le dis tout de suite, c'est une grosse émission qui nous attend aujourd'hui. Le sujet du jour, ça va être de débattre autour des différences qu'on peut retrouver entre le bloc, entre la voie. On sait que certains parmi vous, on vous connaît, n'ont jamais été touchés un caillou de leur vie. Pour eux, l'escalade, c'est simplement des prises fluo sur lesquelles on va faire les marioles avant de boire quelques bières. Et d'autres, à l'inverse, sont complètement hermétiques à la résine et n'ont absolument jamais touché une de ces prises. Tu leur parles de bitexture, tu les fais fuir à 10 bornes. Mais dans les deux cas, ça reste de l'escalade. Dans les deux cas, peu importe, on mérite, ou pas d'ailleurs, le terme de grimpeur. Pour parler de ce sujet assez important, on va avoir 4 créateurs de contenu d'exception qui vous proposent ce podcast, que vous pouvez d'ailleurs, je le rappelle, retrouver à la fois sur Spotify, à la fois sur YouTube, car l'émission est enregistrée, ou venir y participer avec nous en live sur Instagram tous les lundis à 18h. Le premier invité de cette émission sera donc notre cher Baptiste, fondateur de la meilleure marque d'accessoires et de vêtements escalade Nival Climbing et cofondateur de la chaîne YouTube Côté Bloc. Baptiste, comment ça va? Comment a été ta semaine? Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour aujourd'hui? Bah écoute, je suis très content de participer à l'épisode numéro 2. L'épisode numéro 1 était très chouette. Tu as fait un super travail sur le montage, les gars. Allez checker, l'épisode est en ligne. Sur la chaîne Entre Grimpeurs, il y a vraiment un taf de fou, ça présage beaucoup de bonnes choses pour le futur, donc plutôt enthousiasme pour ce deuxième épisode. Merci Papel. Merci à vous les gars, c'est grâce à vous, comme je l'ai dit, moi j'ai fait que des cuts. L'important c'est de pouvoir débattre, d'échanger, on a un paquet de sujets, on a une jolie liste là qui est en train de s'épaissir, donc vraiment je vous conseille de suivre ça de très près. Notre deuxième invité sera donc Amael, invité résident plutôt, fondateur de la chaîne A-Bloc, que vous pouvez retrouver à la fois sur YouTube et sur Instagram. Tu as pas mal de contenus différents, tu as passé les 10 000 abonnés là, il n'y a pas longtemps sur YouTube d'ailleurs, Yes. donc vraiment félicitations. Merci. C'est un très beau palier, un très beau premier palier symbolique. Comment ça a été ta semaine? Comment ça va? Eh ben écoute, semaine chargée, on prépare le tournage de la semaine prochaine avec Vincent Grimpe, donc ce sera à redécouvrir du coup sur la chaîne YouTube, à bloc. Et puis là, pour la petite anecdote, je viens d'aller chercher ma copine qui s'est fait opérer des dents de sagesse, donc c'est un petit hamster que j'ai à la maison, donc Aïe. donc voilà. Et donc elle ne participe pas à l'épisode. Non, peut-être dans un prochain pour parler de coulisses, de nos créations de contenu derrière les écrans. On espère. Salut à tous ceux qui arrivent sur le chat, évidemment. Je vois des petites têtes connues. Salut Mewen. Salut maman. Salut tout le monde. Ok, et enfin, notre dernière rubrique. J'espère que vous aimez l'histoire, car on a un journaliste spécialisé dans l'histoire de la montagne. J'ai l'honneur de vous présenter Guillaume de la chaîne Style Alpin. Comment ça va, gars? Salut, ça va, écoute, moi toujours à la montagne, plutôt glisse que grimpe en ce moment, mais on en profite jusqu'au bout. Ça aille de bien, même si tu te plaignais un petit peu de la poudreuse. Il fait un peu chaud, mais ça va, c'est pas pire. Ok. Bon, sans plus tarder, je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet parce que on a un sacré paquet de rubriques à voir aujourd'hui. Je vois notamment qu'A-Bloc, t'as tout envoyé, mec. Je vais donc faire extrêmement attention, évidemment, au chrono. Ce sera aujourd'hui moi, le maître du temps, qui vous passerai la dégaine de la parole. Et je vous propose qu'on commence tout de suite à se plonger dans l'entrepreneuriat
avec Baptiste qui va nous parler de l'ADN du bloc contre l'ADN de la voix. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce titre ? Écoute, c'est pour discuter des fondements du bloc et de la voix. Pour moi, il y a deux choses qui se différencient entre les deux disciplines. C'est le bloc qu'on va plutôt associer à quelque chose d'explosif, dynamique, créatif, aussi social. Aujourd'hui, les gens se rejoignent en salle et tissent des liens en ville. Et au contraire, la voix, ça va être plutôt l'endurance, le mental, l'engagement et ce qui est plus approprié à la nature. Déjà, je vais vous donner quelques petites stats que j'ai notées. En indoor, 70% des grimpeurs pratiquent Du bloc ? le bloc. Ouais. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence, que la discipline a évolué. Je pense que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Ah ouais. Et en outdoor, la majorité des grimpeurs préfèrent la falaise. On a vu qu'il y a eu un facteur social qui a changé. Les salles de bloc ont explosé en popularité. J'ai une stat là que j'ai retrouvée, c'est plus 30% en 5 ans. Donc il y a vraiment une émulation ces dernières années. Peut-être après le Covid, on a senti qu'il y avait un gros engouement avec le bloc. Vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi pour vous les grosses différences entre le bloc et la voix aujourd'hui ? Par rapport à la fréquentation, tu veux dire ? Par rapport à ce que vous imaginez la discipline, quand vous pensez à bloc, quand vous pensez à voix, qu'est-ce qui vous vient ? Simplicité d'accès pour le bloc, pas de connaissances. Je viens avec une paire de chaussons ou pas que je peux louer en salle directement, mais sans connaissance technique de l'escalade, on sait tous grimper sur une échelle ou se mouvoir en tout cas dans l'espace, donc tu peux aller faire du bloc, alors que la voix, va falloir connaître le nœud d'encordement, utiliser le système d'assurage, et ne serait-ce que ces deux petits vecteurs pour entamer de l'escalade, si tu pars sur de la voix, c'est plus compliqué, il faut être accompagné. Donc plus difficile de commencer par la voix que par le bloc, d'où peut-être cet engouement qu'on note de plus en plus dans les milieux urbains. C'est ce que dit Guillaume là dans le chat, hein. Le bloc, c'est l'avènement de la privation. J'adore Mewen, la différence entre le bloc et la voix, c'est la hauteur, Baptiste. Comme quoi, même en ayant fondé Nival Climbing, on a encore des choses à apprendre. J'espère que tu ressortiras de cet épisode grandi. MDR. Ouais, Amal, tu disais. Et je sais plus où on en était, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté d'accès sur la voie, et la modernisation ces dernières années s'est faite aussi par les salles de bloc, et l'accessibilité qui a permis cet engouement s'est fait aussi par ce côté facilité d'accès. On en parlera un peu dans ma rubrique, mais c'est un sport qui est outdoor et qui s'est vu urbanisé. Aujourd'hui, on le pratique plus du tout comme un sport de performance pour aller en montagne, mais vraiment comme un sport de loisir. Et je trouve que le côté ludique du bloc qui s'est implanté dans les villes avec ce concept un peu restauration, bar, escalade, ça marche bien pour de l'afterwork, ça marche bien pour des événements. Donc Et il y a un gros, je pense, il y a un gros facteur de l'indoor sur le bloc, parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le plus accessible, ça va être le bloc indoor, mais que avant le bloc outdoor, la voie outdoor est plus accessible. Je sais pas si vous me suivez. Qu'en gros, pour faire du bloc en outdoor, il y a quand même une culture, faut des crash pads, il y a quand même une logistique, que aller s'initier à la voie, que ça soit indoor ou outdoor, me paraît plus facile qu'aller faire du bloc outdoor. Donc on aurait un peu le bloc indoor au début du spectre, vraiment le plus accessible, et le bloc outdoor, un truc un peu plus initié. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est marrant. Moi, j'ai pas l'impression, dans le sens où je vois bien qu'ici, du coup, pour avoir travaillé pendant 6 mois dans une salle de bloc, il y a pas mal de grimpeurs qui découvrent la discipline à travers donc ces salles privées, qui se mettent à l'escalade et qui, à un moment, commencent à fleurir l'idée d'aller en faire dehors. Mais il y en a beaucoup. La falaise, ça les attire pas spécialement. Eux, ils vont quand même vouloir aller faire du bloc en extérieur, mais rester dans le bloc. Surtout qu'ici, à La Réunion, il y a un paquet de blocs assez classiques qu'a notamment libéré Oriane Bertone. Donc, on en voit plein. Des petits mutants qui sont super forts, qui ont découvert la grimpe à l'intérieur et qui se disent « Ah, moi, je vais aller faire les mêmes blocs qu'Oriane Bertone dehors. » Et même s'ils ne veulent pas faire ces blocs-là, qui sont quand même assez difficiles, tu as quand même pas mal le truc où ça reste
aussi assez accessible, même si ça peut être des mouvements qui vont être assez durs et en général ils se prennent un petit peu une rouste, mais j'en ai vu pas mal quand même commencer par le bloc externe. Mais tu vois, par exemple, moi qui suis au Pays Basque, c'est un peu ça. J'ai vécu du coup en région parisienne quand j'étais directeur adjoint pour Arcos. Donc accessibilité facile d'aller faire du bloc, du coup si tu veux pratiquer en extérieur. Par contre, moi maintenant que je suis proche des Pyrénées, on a un magnifique spot au Raz Esquibel, mais qui est difficile d'accès, qui est très sauvage, hyper intéressant pour grimper, mais pour le coup, c'est beaucoup plus facile de dire je prends une corde et je vais grimper en montagne. Et la localisation influence aussi les rencontres que tu fais et du coup la facilité d'accès à la grimpe outdoor. Par contre, là où je vous rejoins sur le fait que l'escalade en corde reprend un peu le dessus, c'est que je pense que ces néo-grimpeurs qui sont arrivés ces 5-10 dernières années, qui ont permis cette vague de croissance de l'escalade, aujourd'hui ils ont fait un peu le tour du sujet bloc et ils se disent maintenant qu'on connaît bien le bloc, on a envie de se découvrir sur d'autres choses et là ils partent un peu plus sur de la voie et je trouve qu'il y a des réseaux de salles comme Climb Up qui aujourd'hui ne proposent plus que des salles de bloc. On a eu cet engouement pendant 5-10 ans avec plein de salles exclusivement de bloc qui arrivaient et là aujourd'hui tu as des gros réseaux de salles où ils arrivent et ils disent ok, nous on veut, je dis une bêtise mais 200 mètres linéaires de surface grimpable en bloc et puis on veut 6 panneaux gigantesques de voies avec de l'auto-enrouleur, de la voie pour faire de la moulinette, de la voie pour faire de la tête. Et on propose maintenant un complexe beaucoup plus global. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi tout simplement une histoire de génération ? Moi, j'ai remarqué que dans les salles comme les Climb Up où tu retrouves à la fois bloc et voie, tu as quand même une certaine différence d'âge entre ceux qui seront plus sur le bloc et ceux qui seront plus sur la voie. Ouais, mais c'est parce que les anciens, je pense qu'ils pratiquaient plus dehors. Tu vois, nous, on est les petits, on est les petits jeunes, on a connu la résine. Moi, clairement, tu vois, j'ai découvert l'escalade en via ferrata dehors, mais concrètement, le fait de grimper, moi, je l'ai découvert sur le plastique, en intérieur, en salle, et pas du tout dans le milieu falaise. Ouais, c'est sûr. Alors, je suis sûr qu'on aura le temps d'en reparler de tout ça tout au long de l'émission. Mais je vois qu'il est déjà 10. Alors, on peut passer, je pense, à la deuxième rubrique de Baptiste, qui va nous parler du style vestimentaire, de l'influence sur le monde de l'outdoor et de l'influence de la discipline sur le mindset du grimpeur. Moi, je pense qu'on peut en parler rapidement, sans trop en discuter. On voulait faire un petit aparté sur le style vestimentaire et l'influence de la mode outdoor aujourd'hui. Et on peut voir qu'aujourd'hui, le bloc s'approprie des cultures venant plutôt de la street. On remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de grimpeurs de bloc aiment ce côté streetwear, baggy, oversize, où tu as une grosse influence du skate avec des marques comme Gramici qui commencent à prendre beaucoup de parts de marché contre, par exemple, des The North Face qui sont en train de faire des trucs beaucoup plus larges maintenant, quasiment uniquement. Et c'est ça qui se différencie, je pense, de la voie où on a encore des tenues un peu plus techniques, ajustées, qui permettent d'avoir plus de performance et de durabilité. Je pense notamment à des marques comme Millet, qui va plus être dans l'imaginaire pour la voie. Alors que pour le bloc, les gens vont vouloir du large parce que ça ne nécessite pas forcément d'avoir une amplitude de mouvement comme en voie, où tu dois être assez ajusté pour être vraiment à l'aise avec tes mouvements. Qu'est-ce que vous en pensez ? T'as surtout le baudrier qui va jouer aussi sur le choix de ton pantalon ou ton short. Si tu es ajusté et que tu vas faire de l'alpi avec ton baudard, forcément, si tu prends un baggy, tu vas pas être forcément confort. Moi, j'ai une question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que tu penses d'Arc'teryx qui s'est implanté sur Paris ? Je sais pas si tu as trop suivi un peu la hype ou pas du tout, non ? Moi, je m'attendais à une marque vraiment grimpe et tout, et au final, on repart vraiment sur du lifestyle, quoi. Ouais, c'est ça. Avec Arc'teryx, pour vous mettre en contexte, c'est plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été racheté par les Chinois qui possèdent Salomon. Donc maintenant, c'est devenu vraiment du lifestyle. Et c'est cher. C'est cher pour ce que c'est, mais tu achètes en fait l'image de marque. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'ils ont ce côté. Eux, ils ont vraiment réussi à avoir l'image Gorkor. Je ne sais pas si vous voyez. C'est avoir le style outdoor
en ville. Et aujourd'hui, ils ont fait un maxi buzz grâce à cette image-là. Artérix sur l'alpi et sur le ski, ça reste quand même du très haut de gamme et du très bon vêtement. Là, les vestes qui coûtent cher sur ces segments-là, pour moi, ça reste une des marques qui est du top du top. Après, c'est vrai que sur la grimpe, et notamment, ils ont fait pas mal de trucs autour du bloc, en forêt de Fontainebleau, etc. C'est peut-être plus lifestyle, je suis d'accord avec toi. Mais tout ce qui va être haute montagne, on reste quand même sur du textile de très très haut niveau. Ouais. On m'avait dit que ça s'était, des guides m'avaient dit que ça s'était un peu détérioré avec l'achat par les Chinois, et même moi qui analyse beaucoup les sites des concurrents, je le vois dans les commentaires où sur certains pantalons, genre des pantalons qui marchaient très très bien, ils changent le tissu et la matière pour, je pense, faire plus d'argent. Ok, j'avais pas suivi peut-être depuis le rachat, mais en tout cas historiquement, ça reste une des marques textiles pour l'alpinisme et pour le ski, freeride, ski de rando, etc. Quand même assez quali, mais ça reste très très cher effectivement. Est-ce que vous avez à part évidemment vos pantalons Nival, est-ce que vous avez un peu des fringues que vous préférez, dans lesquelles vous êtes bien pour aller grimper? Ou je sais pas moi, si vous avez un projet enchaîné, faut que vous ayez ce caleçon ou ce t-shirt. Moi, grosse déception. Grosse déception depuis que Snap a été racheté par Arcos. Pour le coup, je trouve qu'ils faisaient des vrais pantalons. Tu vois, je me souviens d'un pantalon un peu corsaire, pantashort là, que je mettais pour grimper. Ils avaient des petits pads en mousse et tout au niveau des genoux. Donc tu vois, c'est con, mais tu vois, quand ça frotte ou que tu veux faire un coincement de genou ou autre. Alors c'est sûr que tu mets pas des coincements de genoux dans tous les blocs ou dans toutes tes voies, mais je trouve qu'ils étaient très résistants. Et quand il y a eu le rachat, c'est passé sur des pantalons, sur du chino, des trucs vraiment très lifestyle, très légers. Alors c'est hyper confort, mais alors pour grimper, mets pas ça, sinon tu le bousilles en 2 séances quoi. Moi j'ai un t-shirt de la compagnie des guides du Yosemite. Donc tant que je reste en bas de la voie, ça fait classe. Dès que je commence à grimper et à mettre taquet dans une voie facile, du coup ça perd vraiment de son attrait. Yes. Mais du bas c'est classe. Quand j'assure, tu vois. Tu gardes les lunettes grimées et tout, ça fait. Moi, j'avoue que si je dois me mettre taquet, c'est pas de t-shirt. Je fais partie de cette team-là. Pas de vêtements non plus. Quand il fait trop chaud, je grimpe en caleçon, premier degré. En gros, c'est mon ex, elle avait voulu m'offrir des caleçons. D'ailleurs, les gars, je vous le dis, si votre ex ou si votre meuf vous offre des caleçons, vous avez vraiment des choses à revoir. C'est pas censé arriver, mais bref. Et en gros, elle s'était trompée de taille et en fait, ça me fait des shorts et c'est trop bien. Donc, quand il fait vraiment trop chaud, je grimpe que avec ça et t'es trop à l'aise. Et c'est Adam Ondra qui a sorti une vidéo où il grimpe en slibard aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, j'ai pas vu, ouais. En gros, il explique qu'il veut tenter un 8B plus flash. Le problème, c'est qu'il a oublié son short. Et vu que justement, il veut se donner toutes les chances possibles, il veut pas grimper en pantalon, donc il fait la voie en caleçon. Donc à retenir de ce live, grimper en caleçon. Après, vous connaissez la règle du plus de move? Non. Tu retires... T'enlèves une fringue, ça te fait 2 moves en plus. C'est exactement ça. Faut que tu t'allèges de 100 grammes, ça fait la différence. Tous mes projets, je les ai passés quand j'ai enlevé le t-shirt, personnellement. Ah bah voilà, ça confirme. Mais la grimpe torse nu n'est pas le sujet de ce live. Laurus nous dit « Merci pour votre passion, vous m'inspirez tous les jours. C'est très gentil, mec. C'est vraiment le genre de message qui touche, qui nous fait vraiment trop plaisir, qui nous font dire que on fait peut-être bien de faire ce qu'on fait. » On va déjà passer à la rubrique d'Abloc. Abloc, tu voulais commencer par quoi, Amel ? Je pense qu'on peut déjà faire un petit point sur corde sensible. Ça va revenir rapidement sur ce qu'on s'est dit, mais avoir un peu votre vision de l'escalade. Comment vous l'avez découvert, l'escalade, chacun de vous trois, et pourquoi vous pratiquez plus une discipline qu'une autre. Essayez de comprendre un peu quelles sont vos affinités et comprendre un peu où vont les tendances aujourd'hui de notre génération, des générations précédentes, et qu'est-ce que sera le futur de l'escalade. Voilà, c'est essayer de savoir un petit peu où on en est aujourd'hui dans cet écosystème qui ne fait que croître. Donc peut-être que Guillaume, tu peux commencer ? Du coup, sur comment j'ai commencé à grimper et ce qui me pousse là-dedans. Ouais, est-ce que tu préfères le bloc, la voie, pourquoi ? Où est-ce que t'as commencé ? Ça va peut-être nous... Du coup, j'ai commencé par le bloc en salle, forcément, parce que du coup, je suis de La Rochelle, donc pas énormément de verticalité naturelle là-bas.
Mais là, depuis que j'habite en Savoie, dans les Alpes, j'essaye de faire plus de la voie en extérieur, ce que je disais déjà dans le live précédent. Moi, ce qui m'anime, c'est de faire des sports de nature, donc d'être dehors. Et je trouve que dans la voie, il y a aussi une dimension au-delà de grimper, de réussir des voies, d'augmenter de niveau. C'est aussi de gérer son autonomie, de gérer sa sécurité. Il y a la corde, et je trouve qu'intellectuellement, c'est plus plaisant que d'aller faire du bloc en salle où les prises sont marquées. Tu vois, juste le fait de chercher ses prises dans le rocher. Bon voilà, quand je vais en salle de bloc, je trouve c'est plus un jeu, mais il y a moins la dimension outdoor et la dimension aussi de trouver sa voie justement, tu vois, sans faire de mauvais jeu de mots, mais les prises sont pas peintes en rose, tu vois, dans une voie en extérieur, et c'est ça qui me plaît. Ouais, peut-être que je suis un peu comme toi, je suis passionné de freeride. Le milieu aseptisé peut-être te déplaît peut-être pour ça ou non? C'est pas franchement une question d'aseptisé, parce que je suis pas j'aime pas les trucs risqués non plus, tu vois. J'aime bien les trucs en sécurité. Non, mais c'est vraiment le tout de devoir grimper, mais de gérer aussi sa sécurité, la sécurité de l'autre, de pas faire de conneries, de bien clipper dans le bon sens, de bien faire relais. Je trouve que ça apporte un côté pas intellectuel, mais tu dois réfléchir, quoi. C'est pas juste t'enchaînes, tu vois. Voilà. Je trouve que c'est ça qui me plaît moi dans la voie et en excès. Mais bon, quand je fais de l'auto en rouleur, je vérifie 50 fois mon truc, tu vois, et ça devient du coup, ça devient handicapant aussi, quoi. Toi, Maël, Ouais. bloc ou voix? Moi, bloc ou voix? Bloc ou... Ouais, je sais que t'as pas envie d'y répondre. J'ai vu ta petite interview pour We Climb. Ouais, C'est bon, si tu devais choisir. Si Tu dois en choisir qu'un. Si je devais en choisir qu'un, ce serait la voie à l'extérieur. L'extérieur. J'ai pas assez de temps aujourd'hui avec la gestion des réseaux et tous les projets pour pouvoir prendre le temps d'aller faire des gros projets dehors. Mais par contre, ouais, l'extérieur, parce que du coup, quand tu fais du freeride, du backcountry ou autre, en fait, c'est des écosystèmes qui peuvent être utiles dans différents domaines. Donc, pour accéder à certains couloirs, par exemple en ski, tirer un rappel, connaître les bons nœuds, les bonnes techniques, ça peut être hyper intéressant. Donc, définitivement voie en extérieur. Et le bloc, pour la facilité d'accès. Clairement, aujourd'hui, pour moi, c'est une discipline qui est devenue trop dynamique, trop explosive, beaucoup trop de cordeaux. Donc, c'est magnifique à regarder. J'adore voir les jeunes te faire des trucs de mutants. Mais moi qui suis très stat et essayer de faire une grimpe posée, c'est plus compliqué pour moi. Je m'y retrouve moins aujourd'hui. Ouais, on est ensemble. Toi, Force. Baptiste, comment t'as découvert la grimpe? Comment t'as découvert la grimpe? Et aujourd'hui, entre le bloc, la voile, l'inté, l'exté, qu'est-ce que tu préfères? Alors moi alors à la base, je sais pas si vous savez, mais entre 2019 et 2021, je m'étais expatrié au Vietnam. Et c'est Elliot à l'époque qui passait pour devenir moniteur, là, son diplôme pour devenir moniteur, qui m'a fait découvrir l'escalade en salle. J'en avais fait au lycée, mais j'avais pas vraiment apprécié. C'était pas aussi marrant que le bloc. Et du coup, au Vietnam, j'ai continué une fois que je suis arrivé, et c'était l'époque où je me suis fait tous mes amis. Donc moi, je le vois vraiment comme un lieu social qui m'a apporté un sport, une communauté et aussi un physique. À savoir, avant que je fasse de l'escalade, j'étais fin comme une crevette. Je sortais beaucoup, je faisais la fête, c'était pas très très beau à voir. Et l'escalade m'a vraiment apporté une discipline et une hygiène de vie que je n'avais pas avant mes 25 ans. Et après, au Vietnam, il y avait vraiment ce côté communautaire qui m'a fait m'engager dans l'escalade. On a ouvert des blogs dans le sud du Vietnam. On faisait de l'escalade en falaise dans le nord, à Oulung. Et c'était vraiment le type d'escalade qui me correspondait, vraiment axé sur la liberté. On faisait 2 heures de moto. On arrivait sur les spots avec les cordes, sans casque. On t'apprenait vite fait à faire la manip. Tu vois, et ça, c'est le côté un peu rebelle que j'aime bien, côté libertaire que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et les gens étaient très posés. Hein. Tu avais en majorité des grimpeurs d'exté, donc plutôt old school, mais vraiment dans la patience et à t'éduquer sur les bonnes manières en escalade de falaise. Donc moi, j'ai connu ce côté un peu roots Vietnam que j'ai pas retrouvé en France. Où quand je suis allé en France, tu vois, c'est direct
Ouais, j'ai peut-être eu que des mauvaises expériences, mais tu vois, les mecs te jugent du regard, te dévisagent, tu vois, regardent dans les moindres détails ce que tu fais alors que tu n'es pas dans leur groupe. Donc j'ai pas, voilà, j'ai eu un peu moins de feeling avec mes sorties en escalade en France. Mais aujourd'hui, si je devais choisir, je choisirais la falaise. Pour moi, de loin. En XT, la falaise, de loin, 15 fois plus loin que le bloc. Je suis pas trop fan du bloc en XT, mais la falaise, tu vois, la gestion de l'effort, la fatigue, l'endurance, la peur, tu vois, le vide. Je préfère beaucoup plus que le bloc en extérieur. Mais sinon, en salle, voilà, pour tout le côté positif que ça m'a apporté, l'exercice physique, la communauté, en salle, je préfère le bloc que la voie. Qui t'isole quand même. Tu vois, la voie, ça t'isole, tu es obligé d'avoir ton partenaire et tu restes avec lui. Alors que le bloc en salle, tu peux aller parler à tout le monde. Moi, ceux qui me croisent en salle, tu vois, ils savent que je suis assez social, que j'aime parler à tout le monde et c'est un peu mon exutoire en fin de journée d'aller parler à des personnes. Et il y a un côté quand même beaucoup plus fun quand tu fais de l'intérieur à faire du bloc par rapport à la voie. Moi, la grimpe, la première fois que j'ai mis les mains sur des prises, c'était lors de mes études d'éducateur spécialisé, où en gros, on accompagnait des jeunes, c'était ce qu'on appelait de la médiation, pour leur permettre de s'exprimer. Mais bref, ça m'avait plu, donc c'était du bloc inté, mais sans trop plus que ça. J'avais trouvé ça assez rigolo, mais je me suis pas non plus dit, tiens, je vais me mettre à en faire tous les week-ends. Par contre, ça m'avait vachement donné envie d'aller essayer à l'extérieur. Mais ceux qui habitent en région parisienne le savent sûrement, des falaises à Paris, il n'y en a pas des masses non plus. Et j'étais pas dans un truc où j'allais connaître le Saussois, le viaduc des Fauvets, toutes ces choses-là, pas du tout. Donc, même si je découvre la grimpe là, ça part aussi vite que c'est arrivé. Au final, je déménage à Mayotte et en fait, moi, je viens du street workout, de la calisthénie et j'étais vraiment dans une recherche de la force, maîtriser mon corps, me construire un physique qui me plaise, être fort, être souple et maîtriser mon corps. Et là, je rencontre une nana qui, elle, faisait de la grimpe et qui me dit, tiens, c'est marrant, etc. Tu sais faire 20 tractions, si tu viens faire de l'escalade, tu seras fort, faudrait que tu testes, etc. Moi, je me disais, ouais, bon, pourquoi pas, mais sans plus. Au final, je fais quelques séances avec elle. Et encore une fois, donc c'est toujours de l'intérieur, ça me plaît, mais sans plus, quoi. Je me dis, ouais, bon, vos prises, là, c'est bien rigolo, mais je préfère faire mes tractions, faire mes muscle-up. Ça, c'est du vrai sport. Et au final, il s'est passé qu'elle m'a amené en falaise. Et là, par contre, le jour où j'ai découvert l'escalade en falaise, j'ai fait « Ok, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux faire et mon sport, ça va être ça. » Parce que je me suis chié dessus. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je crois. Il faut savoir que j'avais le vertige. Et je pense qu'arrivé à peut-être 10, 12 mètres, j'avais les jambes qui tremblaient, je tétanisais de partout, j'étais là, wow, c'est quoi ce truc? Et je me suis rendu compte en fait qu'avec la grimpe en falaise, j'allais pouvoir non seulement continuer de développer mon physique, mais encore plus mon mental, que j'allais vraiment pouvoir obtenir des choses que tu peux pas avoir juste quand tu vas t'amuser à tirer sur des barres de traction. Donc dès la première séance que j'ai fait en falaise, j'ai tout de suite voulu essayer de grimper en tête, parce que aussi je trouvais que ça avait l'air stylé, etc. Et en fait, c'est vraiment de cette peur que j'ai eue. La voie, je ne l'ai pas finie, alors que c'était un 5K, hein, mais j'ai eu trop peur, quoi, donc je suis redescendu. Mais j'ai accroché comme ça directement, grâce à la falaise à l'extérieur. J'ai mis beaucoup de temps avant de me mettre à apprécier le bloc inté, parce que donc, j'ai découvert à Mayotte. À Mayotte, il n'y a pas de salle de bloc en intérieur. Vers chez moi, vers chez ma mère, il faut faire pas mal de trajets pour y aller. Ensuite, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'étais en camion, on bougeait tout le temps. Donc pareil, pas de salle, que de la falaise. Et en fait, finalement, moi, le bloc en intérieur, j'ai vraiment découvert ça, à en faire régulièrement en arrivant à La Réunion. Ouais, donc tu viens de l'extérieur vers l'intérieur, toi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à voir dans la globalité des grimpeurs, l'inverse en fait. J'ai découvert en salle parce que facilité, il y avait une salle en bas dans mon quartier, en bas de mon immeuble. Et puis aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe un peu plus loin. Tu vois, une fois que tu maîtrises mettre de la magnésie, mettre tes chaussons, t'as envie de te confronter à des challenges et te chier dessus comme tu le disais en voie peut-être. Ah bah ouais. Mais du coup, est-ce que
l'auto-enrouleur, pour vous, c'est de la voie ou est-ce que c'est du bloc? Ouh, sujet sensible, le temps enrouleur. Sujet très, très, très sensible. Ouais, j'en ai beaucoup pratiqué lorsque j'étais au Vietnam. Je trouvais cet outil vraiment bien pour travailler son endurance avant d'aller en falaise. Après, ça dépend. Au Vietnam, il y avait des prises assez old school. Donc ça s'apparentait plutôt à des prises de mer, ce qu'on pouvait retrouver en XT. Donc je dirais que ça m'aidait bien à faire de la voie. Après, tu n'as pas cette appréhension vraiment du vide. Je pense que tu as la confiance du bloc dans l'effort de la voie. Je dirais que c'est un mix entre les deux. Vous en faites, vous, de l'auto-enrouleur? Je suis contre. Ok, tu vas pouvoir développer. Ouais, moi, quand il y en a, je suis pour. Hein. Ça t'évite quand même d'avoir un partenaire et tu peux t'entraîner à faire. C'est bien pour s'entraîner pour la technique, je trouve. Tu vois, le placement. Ça a des avantages, comme tu dis, pour la technique, pour travailler plein de choses. Mais je trouve que des fois, c'est très mal amené. Aujourd'hui, on fait des mouvements de bloc sur de l'auto-enrouleur. Alors pourquoi pas? Ça permet de créer une nouvelle dynamique. Ça peut être intéressant, mais je trouve que c'est très accidentogène. Et en fait, moi, j'ai une nana qui est sûrement devenue paraplégique. Je donnerai pas le nom d'une salle dans laquelle j'étais. En fait, elle est partie, elle faisait des allers-retours en permanence. Et avec la fatigue, en fait, vu qu'elle s'arrêtait pas, elle faisait comme un footing vertical. Elle retire le mousqueton. L'auto-enrouleur remonte, elle va chercher de l'eau, elle repart et elle oublie de s'accrocher. Donc elle monte et elle s'éclate au sol. Putain. Et tu te doutes bien que quand tu tombes de 15-20 mètres de haut, sans sécurité, directement sur un sol bien dur, t'y réchappes pas, hein, t'en sors pas indemne, quoi. Donc moi, ça m'a vacciné. Hein. J'ai vu ça, j'ai fait ouais, franchement, il y a trop d'accidents en fait. C'est trop accidentogène. après- T'en as partout des accidents. On a encore vu le truc avec le gris-gris. J'ai déjà vu des tibias. Ouais. J'ai vu des mecs se faire des tibias sur une 5A, tu Oui. vois, Ah, mais, en salle. et puis en bloc, c'est toutes les semaines que t'as les pompiers dans les salles. Mais je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant, mais qui est pas suffisamment encadré à mon sens. Tu vois, les gens pensent. En fait, je pense que vu qu'on est dans des environnements aseptisés, les gens connaissent l'escalade, mais quand ils arrivent en salle de voie, ils ont pas forcément cette notion du risque et de la hauteur. Vas-y, Baptiste. Mais après, ouais, justement, Cortigrimpe, tu vois, à Annecy, ils ont eu ce même problème avec quelqu'un d'ailleurs que je connais. Et là, j'y suis retourné. Et ils ont mis des protections dans le sens où il y a une corde. Tu vois, le mousqueton est tout en haut. Et tu as une corde comme pour faire à l'armée, là. Tu vois, les cordes brunes. Et tu dois la tirer du haut en bas pour C'était ce système qu'il y avait le jour où il y a eu l'accident. Comment elle a fait? Faut tirer pour mettre le Ouais, mousqueton. mais aujourd'hui, il y a d'autres systèmes qui sont mieux, où tu as un tapis, et si tu fais tomber le tapis, le mousqueton repart, tu peux pas l'attraper. Mais le fait d'avoir cette petite cordelette pour faire descendre ton mousqueton depuis le haut, en fait, je sais pas, tu la vois pas, Ah ouais? Mais parce que elle est en face de toi, le truc est tiré vers le haut, c'est tendu. Elle te bloque, tu vois, il y a la paroi, la corde et toi, tu vois, en théorie. Moi, je trouve que c'est un truc. Je suis allé à Cortigrimpe aussi essayer. J'ai pas aimé dans le sens où c'est plutôt un truc pour moi par défaut quand t'as personne avec qui aller grimper, mais ça remplace pas un mec qui t'assure et tout. Enfin, moi, j'essayais, tu vois, de sauter de plus en plus haut pour m'habituer et tout. Et la petite demi-seconde avant que la corde te prenne, franchement, c'est infâme. Moi, j'aime bien. Je vais Moi, j'aime bien. mourir, je vais mourir. Ah ouais. Non, Ouais. mais j'essayais de pas trop Ouais. montrer, tu vois, il y a des enfants dans la salle, j'avais dit, je vais pas passer pour un. Mais c'était horrible. J'ai pas aimé. Non, mais bon. Après, là, il y a le nouveau système qu'a fait les frères Mawem, où tu peux justement programmer ton enrouleur pour que tu aies Plus ou moins de sec. plus 15 kg, moins 15 kg, moins 20 kg, ce qui pourrait permettre à des personnes handicapées ou des personnes âgées de pouvoir grimper. Donc voilà un autre aspect peut-être positif, les gars, sur l'enrouleur, être plus inclusif. Non, mais alors pour le coup, effectivement, j'avais pas pensé à ça. C'est une très bonne idée. C'est vrai que le nom, je suis désolé, hein, mais j'ai les footing vertical, j'ai du mal sur le branding. Par contre, sur l'usage, activité physique adaptée, inclusivité et tout, je trouve que pour le coup, c'est génial. C'est vraiment génial.
Gros big up aux frères Mawem. Ça rend l'escalade accessible à des profils qui n'avaient pas la possibilité, ne serait-ce que d'essayer. Donc ouais, non, c'est chouette. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, les gars, je vous balance une exclue. On va faire un featuring avec les frères Mawem. On va chez eux dans leur salle pour tester justement leur rouleur et se faire une session bloc. Voilà, je vous balance une exclue sur le podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'exclus. On commence à faire grossir la chaîne et le podcast. Envoyez de la force. Ouais, à propos d'exclus, j'allais répondre aux commentaires de Guillaume 297 qui nous dit que vous allez avoir un boulot énorme pour accompagner les nouveaux pratiquants des salles vers dehors avec éthique et respect des sites. Il est impérieux qu'ils ne se comportent pas comme des consommateurs. Et oui, bon, ça on pourrait en débattre. Est-ce que c'est notre rôle à nous d'éduquer les gens ? Je sais pas. Par contre, ce que je sais en termes d'exclus, c'est qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne bientôt où je parle justement des bonnes pratiques et du code d'honneur des grimpeurs. Donc pareil, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Les gars, le code d'honneur, la bofferie, la bofferie. Je vous propose qu'on passe à la suite avec la catégorie prise de bec ou prise de bac. Alors, Amael, de quoi est-ce que tu avais envie de nous parler dans ta rubrique ce soir ? C'est une petite question que je me suis posée là très récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'IFSC, qui gère du coup le circuit des compétitions internationales, a changé son système de notation pour classer les grimpeurs lors des compétitions de bloc. Et alors moi j'ai un gros souci avec du coup... J'ai un gros souci avec du coup justement ce système de notation. Aujourd'hui, un grimpeur qui fait un top flash va être classé derrière un grimpeur qui fait 0 top et 3 zones flash. Donc, ce qui veut dire que si tu topes un bloc, tu peux quand même être derrière un grimpeur qui n'a fait aucun bloc. Qu'on n'a pas tapé un seul. Et donc ça, pour moi, ça... Exactement. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je vous explique un peu ce qu'a voulu faire l'IFSC. L'IFSC s'est dit, bon, ok, aujourd'hui, c'est compliqué, selon eux, de comprendre pour un néophyte, et ça peut s'entendre, pourquoi un grimpeur est classé devant un autre, parce qu'ils ont fait des tops, il y a des zones, et donc ils ont essayé de faire un système qui soit plus simple à comprendre pour le néophyte, mais du coup, ça induit ça. C'est-à-dire que les points qu'ils mettent en place fait que si tu ne fais pas ton top, et que l'autre fait 3 zones flash, il sera devant. Donc pour le coup, ça permet de valoriser la polyvalence du grimpeur, celui qui aura le plus bougé dans tous les blocs, au détriment de celui qui aura réussi peut-être qu'un seul projet. Mais pour moi, l'escalade, le but, c'est de franchir un obstacle. Depuis la nuit des temps, en tout cas, sinon on aurait fait le tour du rocher ou du caillou, ou on se serait pas fait chier à passer l'obstacle. L'idée, c'est quand même d'arriver en haut, quoi. Voilà, donc prise de bec ou prise de bac, est-ce que la décision de l'IFSC, pour vous, c'est une bonne idée ou pas ? Moi, de toute façon, j'ai jamais rien compris aux règles des compètes. Je regarde parce que j'aime bien le spectacle. Fondamentalement, ouais. Mais en vrai, je regarde même pas tant les compètes. Ça, il faudrait demander à Miguel. Faudrait voir les Miguel, il aurait pu te répondre. Ouais, faudrait voir des premières compétitions pour avoir un avis sur la chose. Après, moi, je pense qu'il y a dans aucun monde le mec qui top un bloc, il fait pas les zones. Non, en finale, peut-être en qualification, mais c'est pas exactement finale, ça. Je pense qu'il y a. Ça peut arriver. Vas-y. Ça peut arriver. On prend un profil où tu es extrêmement fort en dalle. Donc en dalle, tu flashes la dalle. Énorme pose de pied, tu flashes la dalle. Donc tu fais ton top, flash. Et derrière, gros bloc physique, des cordeaux. Cordeau, t'es pas dans la méthode. Ça peut arriver, t'arrives pas à comprendre la bêta, ce qu'ont voulu faire les ouvreurs. Bloc physique, tu passes à côté parce que tu t'es déconcentré sur ton bloc précédent. Et le troisième bloc aléatoire, ça te convient pas, tu fais le bloc ou tu le fais tardivement, du coup, t'as peu de points. Et à côté de ça, t'as un grimpeur qui, lui, va passer tous les premiers crux de tous les blocs. Donc, il va faire toutes ces zones flash. Il sortira peut-être les blocs ou pas. Mais en fait, en termes de points, vu qu'il a flashé, il aura fait plus de points. En fait, la zone vaudra plus de points et sera plus valorisée que le top. Mais je pense qu'il y a dans aucun des mondes un grimpeur professionnel
ne va pas faire 3 zones après, enfin ne va pas faire une des zones pour gagner 10 points en plus et repasser devant. Vas-y, Papel. Surtout, Est-ce qu'il surtout aujourd'hui, hein, vu la polyvalence des grimpeurs. y a des athlètes qui ont communiqué un peu là-dessus? Parce que je me souviens que par exemple au premier JO, il y a le combiné où ils devaient en plus se fader la vitesse et du coup ils avaient trouvé ça catastrophique. Il y en a beaucoup qui s'étaient plaints. On a vu qu'il y a des athlètes qui se sont plaints justement de l'omniprésence un petit peu des coordos, de ce style extrêmement dynamique en compétition. Donc si c'est quelque chose de pas forcément ouf, on peut s'attendre à ce que les athlètes communiquent dessus. Tu sais si ça a été fait un petit peu, pas trop? Il va falloir suivre, c'est vraiment tout récent. Hein. Au moment où on tourne le live, ça date d'il y a moins de 24-48 heures. Ah ouais, ok. L'info. Ouais. Donc pour le coup, je sais que Planète Grimpe a fait un article dessus. Et si on regarde un peu les commentaires, c'est vraiment pour et contre. Tu vois, c'est vraiment les deux chocs qui s'amondent. D'un côté, je pense qu'on a des gens qui vont préférer valoriser la polyvalence du grimpeur à bouger, et d'autres qui sont un peu plus puristes et qui disent ouais mais pour moi, l'escalade, c'est réussir un projet. Sinon, si tu restes au pied de ton bloc, ça sert à rien. Enfin, t'as pas réussi. Donc voilà, c'est un peu le choc des mondes. Donc n'hésitez pas même à nous le dire dans les commentaires ce que vous en pensez, histoire de pouvoir avoir aussi vos retours. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait pas mal jaser. Et on y répondra. Alors, juste avant de passer à la suite avec la rubrique de style alpin, qu'est-ce que vous pensez, vous, des compètes? C'est quelque chose que vous regardez, que vous suivez de près, ou vraiment pas trop, ça vous intéresse pas? Moi, j'ai beaucoup regardé quand j'ai commencé la grimpe. C'est ça qui m'a motivé à devenir plus fort. C'est de voir les grimpeurs, les athlètes professionnels s'amuser sur des circuits de compétition. Donc, ouais, à l'époque, je regardais beaucoup de compétitions, mais à l'époque, il n'y avait pas non plus de créateurs de contenu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand tu apprends, tu veux regarder par mimétisme, hein, tu regardes les vlogs de Côté Blog, d'Abloc et tous les autres youtubeurs du game. Mais à l'époque, moi, il y a 6 ans, il n'y avait pas encore de créateurs de contenu francophones. Donc je regardais les compétitions pour apprendre par mimétisme et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ok. Toi, Guillaume, tu regardes un peu? De temps en temps, j'ai été à Chamonix pour voir en live la vitesse, la difficulté. C'est sympa en vrai. Après, à la télé, quand je tombe dessus, je regarde, mais je suis pas un grand fan. Mais moi, dans les sports que j'aime regarder à la télé, j'ai des goûts assez particuliers. Donc, c'est quoi? Vas-y, raconte. j'aime beaucoup les fléchettes. T'aimes beaucoup quoi? La quoi? Les fléchettes. Non, mais les gars, il y a une pure ambiance. Moi, j'ai envie d'aller faire une Coupe du Monde de fléchettes en Angleterre. Il y a une pure ambiance. Les gars, ils sont sur des tables d'Oktoberfest avec des litres de bière. Ils sont déguisés en bananes. C'est un truc de fou. Donc, ouais. Ok. Ouais, il y a moyen. Je suis tombé sur quelques formats courts de fléchettes. Ça a l'air d'être un sacré sport. Je pense que là, alors, si je l'annonce en exclu, je vais acheter chaîne secondaire de fléchettes, l'histoire des fléchettes. On veut voir. Je suis en train de bosser là-dessus. Direct. Ok. Bah, toi, Amel, du coup, vu que tu connais cette nouvelle règle, j'imagine que les compètes, c'est quelque chose que tu suis d'assez près. Plus tant que ça. Pour être honnête, c'est vrai que je m'y intéresse à l'actualité. Par contre, de là à suivre un peu toutes les compètes ou autres, en fait, le fait d'être trop sur la création de contenu, trop dans l'escalade, je t'avoue que j'ai pas la charge émotionnelle à re-regarder de l'escalade en plus. Donc j'ai un peu décroché. Bon, ben écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la rubrique de style alpin, vieille latte et grandes aventures. Et ce soir, il va nous parler du blog de Fontainebleau aux grandes voies de montagne, l'histoire des alpinistes parisiens. Donc j'imagine qu'on va entendre parler de monsieur Pierre-Alain. Guillaume, c'est à toi, on t'écoute. Et surtout le chat, n'hésitez pas à envoyer vos questions, qu'on y réagisse au fur et à mesure. Exactement. Du coup, ce que je veux vous montrer, c'est un peu la complémentarité historique entre le bloc et la voie. Aujourd'hui, on voit que c'est des sports des fois très compartimentés. À l'époque, c'était pas du tout. Donc, il y a un groupe d'alpinistes parisiens qu'on a surnommé le groupe de Blo pour le groupe de Fontainebleau. Et en fait, c'était la fine fleur de l'alpinisme parisien avant et après-guerre. Avant la guerre, il est représenté par une figure tutélaire de l'alpinisme français qui a dépassé Paris, c'est Pierre-Alain.
qui dans les années 30 s'exerce. Lui, il est né en 1904. Donc dans les années 30, il s'exerce vraiment beaucoup sur les blocs de Fontainebleau, puis c'est ce qui est le plus proche de Paris. Il faut savoir que les alpinistes parisiens, dans leur grande majorité, c'était des ouvriers. Donc ils pouvaient pas aller loin, partir le week-end en montagne, ça coûtait de l'argent. Donc les blocs de Fontainebleau ont vraiment été une commodité géographique, mais aussi de moyens financiers pour s'entraîner à l'escalade. Et en 1935, Pierre Alain, il ouvre la première voie en face nord des Drues. Donc il ouvre une voie que beaucoup de guides de Chamonix, beaucoup d'alpinistes alpins très expérimentés n'arrivaient pas à faire. Et lui, il vient réussir cette voie en face nord des Drues, donc dans le massif du Mont Blanc, grâce à son entraînement en bloc. Et ça va être le point de départ justement d'un alpinisme parisien, génération après génération, qui vont arriver en montagne, dans les Alpes, notamment dans le massif du Mont Blanc, pour faire des choses plus difficiles que les locaux n'arrivaient pas à faire grâce à leur entraînement en bloc. Notamment pendant la guerre, Pierre Alain et ses compagnons, notamment René Ferlet ou Jacques Poincenot, ils vont se réfugier à Chamonix, puisque Chamonix pendant la guerre est assez épargné. Il y a un cantonnement d'officiers autrichiens, mais ils font pas beaucoup de zèle ou italiens, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins craignos que Paris sous l'occupation nazie. Et en 1946, juste après la guerre, Pierre Alain, avec Jacques Poincenot notamment, il fait la 3e ascension de la pointe Walker en face nord des Grandes Jorasses. Donc ça, faut se rendre compte aussi de ce que c'est. Elle avait été ouverte dans les années 30, répétée une fois, et je crois par Rébuffat. Et lui, en 46, il fait cette répétition d'une grande voie de montagne, plus de 1000 mètres. Et là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose, et Pierre Alain commence vraiment à rentrer dans la légende de l'alpinisme, d'autant qu'il a 41 ans à cette époque-là. Ouais, ce qui est déjà assez vieux pour l'époque, j'imagine. Bah, c'est-à-dire qu'il avait déjà un gros bagage, et c'est pas un petit jeune, il est là, et il fait encore la face nord des Grandes Jorasses. Et il y a une éthique particulière qui lui vient du bloc aussi, c'est celle de l'escalade libre. Par rapport à des guides ou des alpinistes plus traditionnels de cette époque-là, il va privilégier des fois des passages en libre par rapport à l'artificiel, comme je vous expliquais la dernière fois, qui était vraiment la norme à cette époque-là. Lui, vu qu'il vient du bloc, il a développé des mouvements particuliers. Il arrive à vraiment appliquer ces mouvements dans des voies en haute montagne. Et c'était pas vraiment la façon de penser de façon en montagne. Il fallait passer coûte que coûte, pas trop de place au hasard, pas le temps de travailler en fait. À Fontainebleau, ils avaient la possibilité de travailler, de répéter les blocs plusieurs fois, parce que forcément c'était des voies de 3 mètres de haut. Donc ça permet d'avoir la philosophie de travailler un passage. Ce que n'avaient pas les alpinistes traditionnels, qui eux étaient là, on est en montagne, il y a les aléas de la météo, il y a le danger objectif, il faut aller le plus vite possible pour pas s'exposer. Donc il y avait jamais ce truc, attends, on va rester, on va travailler le passage, voilà. Ce que lui avait développé à Fontainebleau. Donc marteau, burin, on pète les prises, on s'en fiche. Du moment que ça passe. L'artificiel, c'était à peu près ça. C'était plutôt planter des pitons. Mais par contre, il y a quand même des Parisiens qui vont devenir de grands alpinistes en artificiel après la guerre, puisque donc les Parisiens vont à Fontainebleau parce que c'est pas loin. Par contre, après, ils vont commencer à investir le Saussois. Donc c'est une falaise, enfin un groupe de falaises qui est situé près d'Auxerre, donc à 200 km de Paris. Et là, ça leur permet d'aller travailler de la voie, de pas rester justement que dans le bloc et d'aller travailler de la voie. C'est du calcaire. Certains vont l'utiliser comme un laboratoire d'artificiel pour planter un max de pitons, etc. Mais d'autres vont conserver un peu l'éthique de Pierre Alain de faire un peu plus de libre, mais de s'entraîner. Et donc c'est cette dualité entre Fontainebleau et le Saussois qui va former toute une génération de très très grands alpinistes, notamment après la guerre, qui vont faire des grandes réalisations. Et ce qui est marrant, c'est que c'était des très bons rochassiers, des très bons alpinistes en rocher, mais ils ont fait aussi des très grandes choses dans des itinéraires de glace et de neige. Notamment, les Parisiens ont fait la face sud de la Concagua, donc le sommet de l'Amérique du Sud à 6000 mètres. Ils sont tous revenus avec des phalanges en moins, parce qu'il y a un froid extrême. Ils ont fait aussi la première française du Janu, qui est un sommet en Himalaya. Donc ils sont pas restés cantonnés que sur des voies rochers, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est devenu des alpinistes très complets, mais formés par Fontainebleau et le Saussois. Puis il paraît que le Saussois, c'est vraiment assez hardcore aujourd'hui. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de grimper là-bas. Si. C'est une roche très particulière. Enfin, je saurais pas comment la décrire, mais c'est pas du grès, tu vois. Enfin, le grès, c'est assez souple. Je trouve que ça fait pas trop mal aux doigts. Là-bas, je trouve que ça pique, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi donc des grandes réalisations dans les Alpes de ces Parisiens, mais aussi beaucoup d'ouverture dans le Saussois. Et il y avait en même temps un développement de l'escalade libre, un développement de l'escalade de difficulté, tu vois, prémisse de l'escalade sportive.
Et à la fois, c'était vraiment de l'entraînement pour aller après faire des très très grandes voies dans les Dolomites ou dans le massif du Mont-Blanc. Donc après, pour vous donner quelques noms un peu de cet alpinisme parisien d'après-guerre, il y a Robert Parago, Lucien Berardini, Jean Cousy, Pierre Mazot et Pierre Coleman, les frères Le Sueur, plein de noms qu'on retrouve attachés à des grandes voies partout dans les Alpes, mais qui sont vraiment typiques de l'alpinisme parisien et surtout un alpinisme ouvrier et qui venait aussi s'entrechoquer avec les communautés à Chamonix. Eux, voilà, ils économisaient toute l'année pour se payer un billet de train pour aller grimper 2 semaines en été à Chamonix pour essayer de faire le maximum de voies possible. Et vu qu'ils réussissaient des trucs que les Chamonniers n'arrivaient pas à faire parce que ils avaient ce bagage développé justement à Fontainebleau, ça créait un peu des frictions et surtout que c'était pas du tout le même milieu. C'était d'un côté des paysans, des gens de la vallée, des gens du terroir, et puis de l'autre côté des ouvriers citadins urbains avec des façons de penser, de voir le monde très différentes. Et moi j'ai une question à cette époque-là. Ils ont un peu de chaussons techniques ou de ce qui pourrait s'en rapprocher? Tu vois, un début de technicité d'équipement ou pas du tout? C'est bien, t'introduis ma prochaine rubrique. Les grands esprits se rencontrent. Incroyable. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, avant Pierre Alain, c'était un peu un ingénieur, un inventeur génial. Il a inventé les premiers mousquetons en alliage léger, parmi les premières doudounes, les premiers sacs de couchage en duvet. Enfin, il a inventé vraiment plein de trucs. C'est une légende de l'alpinisme et de l'escalade et aussi un mec qui a inventé un nombre de matériel outdoor incalculable. Et notamment, il a été à l'origine du premier chausson qui peut être l'ancêtre du chausson qu'on utilise actuellement avec une semelle en caoutchouc. En fait, avant, dans les années 10, alors traditionnellement, la montagne se faisait avec des bonnes chaussures et même dans les passages de rochers, des chaussures avec des clous en dessous parce qu'il fallait adhérer dans les glaciers, dans la neige. Et ils utilisaient ça aussi pour grimper dans les rochers. Donc on peut comprendre pourquoi le niveau a aussi stagné, tu vois, parce que essaye de grimper une fissure ou une dalle avec des chaussures à clous. T'as 2 gros sabots, voilà. yep. Et génial. Donc dans les années 10, 20, on voit commencer à apparaître, notamment dans les calanques, puisque c'est le produit local, on voit apparaître un peu des espadrilles en corde. Donc dans les calanques qui grimpent comme ça, dans les Dolomites aussi on voit apparaître ce genre de choses. Donc des espadrilles avec de la corde, c'était un moyen un peu d'avoir de l'adhérence. J'ai visité le musée de la grimpe du Yosemite et on voit que les Américains, eux, ils avaient utilisé des chaussures de basket type Converse un peu montantes, ce qui leur permettait de bloquer les pieds dans les fissures et ils avaient une certaine adhérence avec ça. Bon, ça c'était du détournement. Et Pierre Alain, justement, que ça soit les chaussures de montagne ou les espadrilles, sur le grès de Fontainebleau, il trouve que ça agrippe pas bien, c'est pas ouf. Et donc dans les années 30, il développe les premiers chaussons avec des semelles en caoutchouc qu'il a vraiment pensé pour son entraînement sur les blocs de Fontainebleau. Et c'est avec ces chaussons qu'il va utiliser pour la première fois en montagne quand il fait la face nord des Drues en 35. Mais à Chamonix, tous les montagnards, ils utilisent des chaussures de montagne. Avec des clous ou sans clous. À l'époque, il y a la technologie Vibram qui commence à arriver aussi, mais Pierre Alain sur les blocs de Fontainebleau n'était pas convaincu non plus par Vibram. Mais il va falloir attendre pas mal de temps avant que les chaussons d'escalade se démocratisent en montagne. Ça commence à vraiment se développer justement à Fontainebleau, au Sossois aussi, mais avant que ça se démocratise dans des grandes voies de montagne, il va se passer un peu de temps. Et aussi Pierre Alain, il a inventé ça entre les années 1930-1935, mais ça va être commercialisé, ouvert au grand public que en 1948, vraiment après la guerre, où il va s'associer avec Edmond Bourdonneau, qui est le fondateur de la marque EB, qui existe encore aujourd'hui. Et voilà, ensemble, ils vont commercialiser un chausson qui s'appelait le PA, le Pierre Alain, qui va être le premier. Et c'était des chaussons d'ailleurs montants. Hein. C'était un peu justement comme des Converse ou des chaussures de basket. Ça couvrait la cheville. C'est pas EB qui ont un peu repris le principe? Bah si, c'est ce que je t'ai dit. Mais il écoute rien. Je t'ai dit qu'il s'était associé avec Edmond Bourdonneau, donc qui a donné c'est les initiales EB. Oui. Qui a donné la marque qu'on connaît encore aujourd'hui. J'ai eu des petits bugs de connexion, mais je me suis dit, je dis rien, on aura l'impression que ça passe. Je l'attends de freestyle. Exactement. Mais même en 48, c'est pas généralisé partout. Hein. Dans les années 50, 60, il y a encore beaucoup de monde qui grimpe en rocher avec des chaussures de montagne, quoi. Donc le chausson va mettre un peu de temps à généraliser, mais avec l'avènement de l'escalade sportive, etc., là, ça va devenir
effectivement un must. J'allais dire, ils ont pas ressorti un modèle là il y a quelques années un peu collector. Je dis peut-être une bêtise, mais Il me semble, je suis pas à 100% sûr, mais il me semble, parce qu'ils doivent avoir encore un bout de brevet ou une marque déposée. Parce que Pierre Alain est décédé en 2000, je crois. Mais bon, il était né en 1904, donc 96 ans, je crois. Mais il a été aussi pionnier, voilà, du matériel outdoor général. Il avait des magasins à Paris qui étaient très très connus, et il a continué d'innover même après sa carrière de grimpeur. Je vous ai dit sur les duvets, sur les doudounes, les mousquetons légers qu'on révolutionnait, parce qu'avant on allait en montagne, il y a des mousquetons très très lourds, et là il a inventé avec des alliages plus légers, ce qui a vraiment facilité la vie des alpinistes. Et voilà. Mais je trouvais intéressant parce que tout est parti quand même du bloc de Fontainebleau pour après aller vraiment un petit peu révolutionner quand même la façon de grimper en montagne et des nouveaux itinéraires. Il y a une liste de premières ascensions et de problèmes résolus dans les Alpes par les alpinistes parisiens qui est assez exceptionnelle. il y a pas de petit rocher. Et vous avez combien de paires de chaussons, vous, aujourd'hui, du coup? Moi, j'en ai une. Par contre, j'ai 6 paires de skis. Ok, yes, ah ouais. Mais en fait, toi, tu devrais être sur le podcast pour les stocker. entre skieurs ou entre joueurs de fléchettes. Bah, moi là j'en ai 3 en ce moment. J'ai les Sharks de Madrock. Et si on parle bloc falaise, j'aurai les drones pour le bloc de Madrock que je suis en train de tester. Et là j'ai racheté sur Vinted des Miura pour la falaise parce que ça reste pour moi le top du top. Semelle rigide versus semelle souple. Rigide pour la falaise, souple pour le bloc. Et vous les gars, qu'est-ce que vous utilisez? Squama, j'ai trouvé chaussons à mon pied. Je pense que j'en ai peut-être éclusé. Sans déconner, hein, je suis peut-être à plus de 100 paires. J'ai peut-être plus de 100 paires de Squama là depuis. Non. Je les ai. En fait, il y a un jour, tu sais, quand tu commences l'escalade, on te dit bah ouais, l'escalade ça fait mal aux pieds, c'est désagréable aux chaussons. Enfin, faut le prendre ajusté. Ça sert à rien de s'éclater non plus les orteils, mais il y a quand même une certaine douleur. Je te jure que le jour où j'ai mis mon pied dans un Squama, j'ai fait mais je change plus de chaussons, c'est bon. Là, il y a plus de douleur, plus de gêne, plus rien. J'ai le sentiment d'être en chaussettes et je le mets mais dans tout. Voie, bloc, diff, grande voie, bloc. C'est le chausson 4x4 quoi. Ah ouais, c'est ouf. Moi, j'en ai 2, donc les Miuria, pareil, pour la falaise. Et là, j'ai pris, juste après le salon, des Instinct VS pour le bloc. Parce que j'avais pris de chez Scarpa des boosters. Et en fait, ça me détruisait les pieds. Et vu qu'ici, c'est quand même assez chiant pour trouver des chaussons, j'ai une vieille paire de Miura que j'utilise pour tous les échauffements. Donc, j'essaye d'économiser les 2 paires qui sont assez propres pour les trucs les plus durs. Ok, les amis, on va déjà arriver sur la fin de ce live. Donc, je vous rappelle que la chaîne YouTube Entre Grimpeurs a ouvert le jour. Elle a été créée aujourd'hui. Vous pouvez déjà retrouver l'épisode de la semaine dernière avec nos têtes. Vous pouvez également retrouver l'épisode sur Spotify, sur la chaîne, toujours pareil, Entre Grimpeurs, qui est, je le rappelle, le podcast escalade le plus solide du game. Donc, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Spotify, des commentaires sur YouTube, posez vos questions, on y reviendra. Et en attendant, on vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour ce podcast hebdomadaire à 18h sur Instagram.